Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de l'actualité, manifestation ce lundi matin des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi dans les rues de Cotonou, une marche au cours de laquelle ces derniers ont été dispersés par les policiers, les empêchant ainsi de transmettre leurs différentes revendications à leur ministre de tutelle. 26 juillet, aujourd'hui donc, c'est la journée internationale de conservation des écosystèmes de mangroves, une initiative de l'UNESCO qui est à sa première édition cette année. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, le Nigeria a inauguré une nouvelle ligne ferroviaire ce mardi. La ligne relie la capitale du Nigeria, Abuja, à Kaduna, une grande ville du nord du pays. Merci à tous pour l'attention. Démarrons cette édition par la séance de municipalité mensuelle dans la commune d'Abomey-Calavi qui s'est déroulée ce mardi dans l'arrondissement. Cette rencontre a été une occasion d'échange et surtout de partage entre le maire Georges Bada et les élus locaux. Horacia Djodi, Cyril Agbo. Après les arrondissements de Révier, Zinvier, Togba, Akasato et Godomain, c'est au tour de l'arrondissement d'Abomey-Calavi d'accueillir la séance de municipalité initiée par le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Comme dans les localités précédemment citées, c'est le recensement par le maire Georges Bada des problèmes de ce milieu qui justifie la tenue de cette réunion. Des difficultés soulevées par les 20 chefs quartiers et qui se résument à l'ouverture, au reprofilage des voies, à l'insalubrité, au manque de modules de salles de classe, d'électrification, à l'insécurité et au conflit domaniaux. Des préoccupations confirmées par le chef d'arrondissement qui a profité pour souhaiter la relance effective des travaux de lotissement. Le 12 passé, que vous avez eu à faire la levée de la mesure de suspension et que vous avez eu à procéder à la relance des travaux de lotissement dans toute la commune, nous vous remercions. Et puis nous vous demandons de faire des bilans pour que ces travaux démarrent effectivement. Pour le maire Georges Bada, la décentralisation et le développement à la base. La mairie à elle seule ne peut apporter les solutions aux problèmes énumérés. Il invite donc chaque habitant de l'arrondissement d'Abomey-Calavi à une participation citoyenne. Tous les 20 chefs quartiers, ils doivent se poser la question de savoir, pour lutter contre l'insécurité, combien d'étrangers sont rentrés dans leur quartier. L'éclairage dans une commune n'est pas l'exclusivité des charges de la commune. Il faut nécessairement, pour ce qui nous concerne, que l'État central nous vienne en aide. Également pour ce qui concerne les voies, également pour ce qui concerne les écoles, pour ce qui concerne les hôpitaux, etc. C'est à nous de collecter tous ces besoins et à nous de chercher à leur trouver des solutions. Cette rencontre a également permis de faire le point de l'exécution des décisions prises à la dernière séance et des préparatifs de la célébration communale du 1er août qui aura lieu dans l'arrondissement de Calavi. D'une assise à une autre, séance plénière des députés à l'Assemblée nationale ce lundi. Au cours de cette rencontre, la loi 2016-18 portant autorisation de ratification de l'accord de financement du projet d'appui au développement du maraîchage a été adoptée et étudiée par l'unanimité des députés. Le projet est circonscrit dans 7 départements sur les 12 que compte le pays et son montant global a été estimé à 29 milliards de nos francs CFA. Amen Didier Rompenoudji pour les détails.
En étude, le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de financement signé à Rome le 1er février 2016 avec le Fonds international de développement agricole FIDA dans le cadre du financement partiel du projet d'appui au développement du maraîchage PADMAR, la Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale a présenté son rapport qui montre le bien fondé du projet PADMAR qui a une durée de 7 ans et qui sera mise en œuvre dans les régions du sud Bénin, notamment dans 7 départements, à savoir l'Atlantique, le Koufo, le Littoral, le Mono, l'Ouémé, le Plateau et le Zou. Le projet interviendra dans ces différents départements, dans 27 communes, et le financement sollicité est estimé à plus de 29 milliards de francs CFA. Les députés ont pris la parole après la commission pour apporter leur éclairage afin que les orientations soient données pour un bon suivi du projet PADMAR dans son exécution. Ça me pose sérieusement un problème, Monsieur le Président. Parce que je sais que le gouvernement va dire « Ah, il a des projets qui viennent, on va les prendre en compte. » Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument échappatoire. Ce n'est pas à démontrer, c'est visible. Malanville, l'Albouri constitue un département qui a toutes les conditions d'être cité parmi les départements. Je souhaiterais que ce département-là, que le gouvernement puisse prendre ça en compte dans le cadre de ce projet. Moi, j'ai honte de notre pays, parce que, étant de la partie septentrionale, natif d'une ville qui est traversée par la voie inter-État, maintenant au Burkina, de voir les bus, les J9 traverser Tangueta avec des accidents pour nous ramener rien que de la tomate à Cotonou. Les tomates dont nous parlons, quelqu'un l'a déjà dit tout à l'heure, c'est seulement pendant la saison sèche que nous n'avons pas de tomates. Et cette saison commence à être comblée par les tomates qui sont produites un peu partout, à Grand Popo et un peu partout. On n'a fait aucune évaluation de la consommation. On veut produire son 8000 tonnes pour quel marché? Le ministre Delphin Koudandé a pris la parole pour apporter son éclairage afin que les députés prennent en compte le bien fondé de ce projet qui vise, entre autres, l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté dans les zones d'intervention du projet. Le projet a été élaboré pour s'occuper de la zone sud. C'est le titre que le projet porte. Et dans les réponses que nous avons envoyées, il y a déjà des projets qui prennent en compte un certain nombre de départements. 3, Alibori, Borgou, Colline. Et le projet que nous discutons aujourd'hui prend en compte 7 départements. Et je prends le problème de marché. Nous avons un flux de marché qui varie selon la période de l'année. Donc, que nous veuillions ou non, nous allons avoir de la tomate venant de Burkina Faso, mais ça quitte aussi le Bénin pour aller dans les pays limitrophes. Après les apports du président de séance, l'honorable Éric Rondeté, les députés ont adopté à l'unanimité, moins une voix, ce texte de loi. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roumbédi, soutient le renforcement de la collaboration entre les parlements nationaux et l'ONU. Il a prononcé un discours ce lundi à un sommet de l'ONU sur le terme interaction entre l'ONU, l'Union interparlementaire UIP et les parlements nationaux. Il s'agit d'une assemblée générale des Nations Unies à laquelle sont conviés les présidents des parlements membres de l'IUP. Suivons un extrait de l'intervention du président Adrien Roumbédi. Je me félicite de l'envergure prise par l'interaction entre les Nations Unies, les parlements nationaux et l'Union interparlementaire. Elle permet de mobiliser un engagement commun en faveur du renforcement de l'état de droit, de la démocratie et du développement. Elle permet d'œuvrer à l'efficacité du pouvoir législatif dans les États membres. Elle permet surtout de renforcer
leur contribution à la gouvernance mondiale. Sa vocation première est de promouvoir la paix et la stabilité et les conditions optimales pour le développement durable de nos sociétés. De ce point de vue, je voudrais me féliciter de l'amorce en 2016 de l'exécution des grands programmes adoptés par les Nations Unies en 2015. La communauté internationale est ainsi bien outillée pour reprendre le contrôle de l'évolution de la planète et de l'humanité pour s'attaquer de manière décisive aux défis existentiels identifiés. En particulier, l'Assemblée nationale du Bénin se félicite des nombreuses initiatives prises par les agences, fonds et programmes des Nations Unies pour renforcer les capacités des parlements nationaux à maîtriser les enjeux de la promotion et de la valorisation du rôle de la femme dans nos sociétés et pour la protéger par les législations appropriées. Le Bénin est partie prenante à ces efforts et plaide par ma voix pour leur intensification. Dans le même ordre d'idées, l'importance prise par les questions relatives à la promotion de la jeunesse en fait un sujet d'intérêt commun pour l'interaction des parlements avec les Nations Unies. Autre chose dans cette édition, gaz lacrymogène, canon à eau était de sortie ce mardi matin à Cotonou. Cet arsenal de la police a servi à réprimer une marche des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Ces derniers entendaient transmettre au ministre Atanasso leurs revendications. Le récit des événements, c'est avec Fréjus Serlan et Damien Pedro. Panique, fuite, des blessés et des dommages matériels. C'est ce à quoi aboutit la longue et pénible marche des étudiants qui a démarré du grand portail de l'université d'Abomey-Calavi et a atterri à la Bourse du Travail dans la ville de Cotonou. Et c'est à ce point de chute que cette marche, qui était jusque-là pacifique et dont le but est de revendiquer de meilleures conditions d'études, a dégénéré. L'itinéraire était de l'université d'Abomey-Calavi jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais on nous a dit qu'on ne peut pas traverser le CNHU et on ne peut pas traverser la présidence. Et de l'autre côté de la Bourse de Travail, on ne peut pas non plus traverser la résidence du chef de l'État. On s'est convenu de ce que la marche allait échouer à la Bourse de Travail. Mais force est de constater qu'à la destination, ça veut dire à la Bourse de Travail, les policiers ont reçu l'ordre du préfet. J'étais témoin quand le préfet a demandé à la police de tirer sur nous. Pour Modeste Tobola, préfet du département du Littoral, qui a autorisé la marche et a aidé à mettre des bus à la disposition des étudiants, c'est plutôt l'incivisme de ces derniers qui a engendré cette scène qu'il déplore. Donc j'étais là, présent, sur les lieux, à la Bourse du Travail, en attendant la délégation du ministère pour que nous puissions recevoir leur motion. Lorsque, arrivés au niveau de la Bourse du Travail, ils ont décidé de franchir la ligne rouge. C'est inadmissible. Je voudrais dire que le respect des libertés individuelles et collectives n'emporte pas sur l'ordre public. Ils veulent forcer le passage, ils disent qu'ils veulent aller au ministère. Alors qu'il y a des autorités administratives ici qui veulent les recevoir. Dans cette confusion, où les étudiants ne comprenaient pas pourquoi les forces de l'ordre ne pouvaient pas les encadrer jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur, ils n'ont pu transmettre leur motion à l'autorité, dépêchée par la ministre Marie-Odile Atanasso. Plusieurs responsables syndicaux, notamment ceux de la CSTB, CGTB et CSA Bénin, ont dû quitter un forum organisé par le gouvernement pour se rendre sur les lieux et dire leur mécontentement. Policiers, étudiants, même cause, même combat. Policiers, étudiants, même cause, même combat. Alors, je n'ai jamais dit non. Mais quelle est la suite? Mais vous posez un problème. Mais quelle est la suite? Je dis et je répète que l'entrée à la Bourse du Travail, là, nous n'en voulons plus. Voilà. Encore sous le choc, les étudiants ont du mal à comprendre le concept de la rupture, qu'ils ont pourtant eux-mêmes contribué à rendre populaire. Ce sont nos marches qui ont permis que Talon vienne au pouvoir. Lui, aujourd'hui, au pouvoir ne peut pas permettre à ce que des marches soient réprimées. Azanaï, pour qui on a passé des nuits blanches ici, contre le complot fait contre lui par le Boniaï à l'époque. Donc,
s'il n'est pas impliqué dans cette répression, il faut qu'il monte au créneau pour parler. À l'instar de ce jeune homme, arrêté puis relâché par les forces de l'ordre, les étudiants n'entendent pas renoncer à leurs revendications qui se résument en ces 4 points. La tenue de la session de rattrapage à la faculté des lettres, le paiement des allocations universitaires, la suspension des faux frais à payer avant de rentrer en possession de ces attestations ou diplômes et la démilitarisation du campus d'Abomey-Calavi. Parlons environnement à présent. Ce 26 juillet, la communauté internationale célèbre pour la toute première fois la journée de conservation des écosystèmes de mangroves, une initiative de l'UNESCO pour protéger et valoriser ces formations végétales particulières. Corneille Aïssé pour plus de précisions. L'UNESCO célèbre pour la première fois cette année 2016 la journée internationale pour la conservation des écosystèmes de mangroves. La proclamation de cette journée adoptée le 6 novembre 2015 par la Conférence générale de l'UNESCO souligne l'importance de cet écosystème pour l'humanité et la planète tout entière. Ces écosystèmes de mangroves sont constitués essentiellement de palétuviers, plantes particulières avec des racines aériennes qui peuplent les zones côtières et parfois les embouchures de certains fleuves. Ces plantes de milieu d'eau douce et salée jouent d'importants rôles dans l'écologie de leur milieu. Du fait de leur morphologie, ces palétuviers-là créent un micro-habitat qui est affectionné par les ressources halieutiques, notamment les poissons et les crabes. Donc c'est dans les racines, c'est entre les racines de ces palétuviers que vivent, hibernent et se reproduisent la plupart des ressources halieutiques. Donc ça c'est très important du point de vue biologique. Les palétuviers, de par leur morphologie avec la présence des stomates, qui sont des poches d'échange gazeux sur tout l'appareil végétal, à savoir les racines, la tige et les feuilles, interviennent dans la fixation de grandes quantités de CO2, d'où leur rôle déterminant en matière d'atténuation des gaz à effet de serre. Ce nombre important de stomates fait que la capacité d'échange respiratoire et d'échange photosynthétique au niveau de cette plante-là est multipliée par beaucoup. Donc c'est pour ça que quand on prend 1 hectare de palétuvier, cela fixe par an jusqu'à 12 tonnes de CO2. Et c'est pour ça que nous, biologistes, nous considérons que les mangroves sont des puits à carbone, c'est-à-dire des ressources biologiques qui retire de notre environnement le CO2 qui pourrait avoir des effets dommageables sur le climat, notamment le réchauffement climatique. Les mangroves participent aussi à la protection des côtes contre l'érosion et les catastrophes et procurent beaucoup d'avantages aux êtres humains en termes de biomasse et de productivité. Malgré tous ces services rendus à l'homme et à la nature, les mangroves sont aujourd'hui menacées de disparition sur une bonne partie de la planète à cause de la surexploitation. Mais la survie de l'humanité et la réalisation des programmes de développement durable ne peuvent se faire sans la préservation des écosystèmes de mangroves. Raison pour laquelle l'UNESCO demande, à l'occasion de la célébration de cette première journée internationale de la conservation des écosystèmes de mangroves, à toutes les collectivités locales, nationales, régionales et internationales à œuvrer pour la protection et la promotion des mangroves. En interactualité, le Nigeria a inauguré une nouvelle ligne ferroviaire ce mardi. La ligne relie la capitale du Nigeria, Abuja, à Kaduna, une grande ville du nord du pays. Chaque train va pouvoir embarquer 330 passagers avec un billet en seconde classe à partir de 508 naira, soit 1022 francs CFA. La voie ferroviaire a été officiellement inaugurée par le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Suivez plutôt. C'est génial et ce n'est que le début. Bien sûr, vous connaissez l'histoire du train au Nigeria. C'est l'un des projets prioritaires du président. Et le projet reliera Kaduna à Kano, puis Lagos et la ville côtière de Calabar. From Lagos coastal route all the way to Calabar. Quand le métro sera opérationnel à Abuja, les passagers seront directement amenés ici à la gare ferroviaire Idou et ensuite d'Idou, ils vont directement à Kaduna.
Des milliers de Marocains ont manifesté ce dimanche à Rabat contre une nouvelle loi sur l'âge légal du départ à la retraite pour les fonctionnaires. Désormais, il leur faudra avoir 63 ans au lieu de 60 ans pour bénéficier des droits à la retraite. Un vote qui n'a pas été du goût des travailleurs. Reportage. 63 ans, c'est désormais l'âge que les Marocains fonctionnaires doivent avoir avant d'aller à la retraite. Ce mercredi, une majorité de 110 députés contre 35 a voté en faveur d'une série de projets de loi sur le régime des retraites. Une loi qui a suscité des soulèvements dans le camp des travailleurs. Abhorrant des pancartes avec l'inscription « Liberté, dignité et justice sociale », les manifestants appellent à lutter contre la réforme des retraites. Nous sommes ici en tant que coordination et en tant que fonctionnaires qui avons subi les effets de ce dossier. Nous sommes venus ici pour protester contre cette stratégie de retraite et aussi dire à tous les responsables dans ce pays que cette stratégie est destructive et n'a rien à voir avec un gouvernement social. C'est une étape que nous prenons en compte comme faisant partie du processus de notre mouvement pour une retraite décente. Nous demandons aussi l'annulation des retraites des parlementaires et ministres car c'est insensé que les fonctionnaires paient la facture de la crise et de la corruption dont l'État est responsable. Outre le relèvement progressif à 63 ans de l'âge légal du départ à la retraite à partir de 2017, la loi prévoit également l'augmentation de la participation des salariés du secteur public. Cependant, le Premier ministre Abdelillah Ben Kiran a reconnu les difficiles dispositions de la nouvelle loi tout en déclarant qu'elle est dans l'intérêt de tous les Marocains. Un prêtre catholique du nom de Jacques Hamel a été tué ce mardi lors d'une prise d'otage dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray dans le nord-ouest de la France. Une attaque qui accroît encore la tension dans ce pays qui a été la cible récente d'une série d'attentats djihadistes, suivant la réaction de quelques personnalités religieuses et puis politiques. Je prie toujours en ce moment, si Dieu a pitié de ceux qui sont en train de faire les choses horribles, mais aussi pour ce prêtre qui, nous l'avons entendu, a été tué dans cette terrible attaque en France. La tuerie s'est passée à l'église au moment de la messe quotidienne. C'est un prêtre âgé qui accomplissait fidèlement sa mission, le père Jacques Hamel. Je pense vraiment à eux, à tous ceux qui ont été ordonnés en même temps que ces prêtres. Mais je pense aussi aux fidèles, parce qu'à l'heure où je vous parle, il y en a une, semble-t-il, qui est entre la vie et la mort, et qui viennent au petit matin prier pour le monde. Je suis un peu abasourdi, à vrai dire. Je suis abasourdi, mais je suis un peu comme porté par ces jeunes. Voilà, qui veulent construire une civilisation de l'amour. Laissez-moi commencer par présenter mes condoléances au peuple français après l'écœurante attaque de ce matin en France. Nos pensées et prières sont avec toutes les personnes affectées. Le Mangalitsa, une race de cochons laineux d'Europe centrale, connaît une véritable renaissance en Hongrie où les élevages se multiplient. Riche en gras et apprécié pour ses qualités gustatives, cette viande s'exporte aujourd'hui pour quelques privilégiés dans les restaurants huppés de Los Angeles à Tokyo. Ce cochon couvert de boucles rousses est un survivant. À Kaba, dans le sud de la Hongrie, Zoltán Kövér élève des Mangalitsa depuis 10 ans. Cette race de porc a été créée au 19e siècle, puis est tombée en désuétude à l'ère de l'élevage intensif. Ici, ils grandissent en semi-liberté et se nourrissent d'herbes et de racines. Particularité du Mangalitsa, sa masse corporelle est constituée à plus de 60% de graisse, qui lui confère son goût savoureux. La croissance et la prise de poids du Mangalitsa sont beaucoup plus lentes que chez les autres cochons d'aujourd'hui. Pour atteindre les 150 kg, son poids d'abattage, il faut à un Mangalitsa 20 à 24 mois, alors qu'un cochon blanc met 4,2 mois seulement à grandir et son poids d'abattage est de 120 kg. Moins productif que les cochons blancs et plus difficile à élever, le Mangalitsa a bien failli disparaître à l'époque communiste. C'est cet homme, Peter Todt, qui sauve les quelques 200 derniers spécimens de l'espèce en 1981. Au retour d'un voyage en Espagne, il a l'idée de lancer une filière de charcuterie de qualité en Hongrie.
Lorsque nous avons commencé avec le Mangalitsa, nous avons acheté tous les spécimens qui existaient encore pour mettre en place notre système. Nous avons travaillé dans les champs pendant 25 ans en commençant avec moins de 200 porcs. Et aujourd'hui, nous en produisons plus de 50 000 par an. La réputation de la viande de Mangalitsa dépasse aujourd'hui les frontières de la Hongrie. Si la moitié de la production est destinée à être consommée dans le pays, on retrouve cette viande marbrée rouge et blanche à la carte des restaurants UP de plusieurs grandes capitales. Dans ce restaurant de Tokyo, c'est le plat préféré des clients, un plat qui demande une attention particulière en cuisine. Le gras du Mangalitsa est très fondant, donc cela requiert beaucoup de délicatesse quand je l'utilise pour confectionner des saucisses. Le nombre d'éleveurs labellisés en Hongrie ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, ils sont 200 à travers le pays. La viande de Mangalitsa reste pourtant un produit de luxe. Sur les étals des bouchers, elle coûte 14 € le kilo, près de 3 fois plus cher que le cochon blanc traditionnel. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain.